particulièrement du cas d'usage en lien avec la capacité à répondre aux appels d'offres. Passe le slide suivant. Attends. Donc, nous serons 3. Donc, Olivier Demailly, qui est gérant de la société Audialis, expert des marchés publics. Donc, moi-même, Julien Mercier, vice-président à l'innovation de la Fédération Sinov. Et Martin Toussaint, associé du cabinet Polaria. Donc, rapidement, donc, la Fédération Sinov est une fédération professionnelle qui regroupe les métiers du conseil, du numérique et du management, pardon. Et nous avons en interne une commission IA, Data IA, intitulée Gouvernance de la donnée et de l'IA, qui est représentée par les différents syndicats de la fédération. L'objectif pour nous, c'est effectivement d'associer, comme vous pouvez le voir, 2 commissions. Une commission data qui va parler plus particulièrement des sujets en lien avec la cybersécurité, la collecte des données, la gouvernance, etc. L'idée étant de sensibiliser nos adhérents sur le sujet de la data, puisqu'on ne peut pas faire d'IA sans data, donc pour nous, c'est la première brique. Et une autre commission IA dans laquelle, effectivement, nous organisons des webinaires, comme aujourd'hui, des newsletters, etc. Nous sommes très orientés sur la notion de cas d'usage, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on va parler de ce sujet sur les appels d'offres en particulier. Donc, l'ordre du jour de ce matin, donc pour mémoire, le webinaire va durer 1 heure, donc 3 quarts d'heure de présentation et 1 quart d'heure de questions-réponses. Un petit rappel sur l'IA générative. L'IA générative, c'est quoi? Comment ça fonctionne et quel outil choisir? Ensuite, nous allons parler plus particulièrement le focus, le cas d'usage au sein des appels d'offres publics. Et ensuite, les limites et les prérequis. Les limites et prérequis parce que nous, au sein de la fédération, on ne considère pas que l'IA va totalement remplacer l'humain sur ces sujets-là, du moins pour l'instant. Et donc, l'usage de certains outils nécessite certaines précautions, d'où ce petit rajout important pour nous, donc les limites et les prérequis, pour qu'effectivement, ceux qui souhaitent s'engager dans ces cas d'usage ne soient pas perdus et fassent des propositions qui seraient à faible valeur. Et enfin, 1 quart d'heure de questions-réponses. Maintenant, on va démarrer et on va déjà vous poser quelques questions sur l'IA générative pour voir un petit peu où vous en êtes. Ça permettra aussi à nos intervenants d'adapter leur discours. Voilà. Donc là, le sondage qui est en face. Allez-y. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question, le sondage est où? Normalement, il s'affiche en ligne, Véronique? Hein? Enfin, on le voit sur l'écran? Oui, il doit s'afficher. Alors, je vous avoue que comme je suis administratrice, je ne vois pas comment il s'affiche parce que moi, il s'est Non, affiché mais en plein pot, non, il mais comme s'affiche j'ai tout des seul. réponses, je ne m'inquiète pas trop. Ah, il y a des gens qui répondent. Donc, Oui, j'en suis à 67 sur on, 87, donc je pense que… non, mais je vois dans le chat, le sondage est où? Moi, il s'est affiché tout seul. C'était mon cas. En bas de la page, dans plus. Il est apparu tout seul sur mon écran. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, il s'affiche normalement. Oui, ça c'est un pop-up Ouais. qui se lance. Bon, parfait. On va peut-être arrêter le sondage pour qu'on puisse un peu avancer. Très Hop, bien. super. Ah, c'est intéressant. OK. On n'a pas les résultats du sondage, du coup? Alors, je peux vous les donner. Alors, Vas-y, c'est intéressant quand même. attendez, je tente de remonter avec ma souris. Alors, l'intelligence artificielle est-elle utilisée dans votre entreprise? On a des oui à 70%. Ouais. Si vous utilisez déjà l'IA, la trouvez-vous efficace pour les tâches que vous lui confiez? Alors, on a un petit ex-aequo entre oui, souvent efficace à 43% et un moyennement efficace à 42%, avec la marge d'erreur. Bon, il y a eu 60 répondants, donc on va dire qu'avec la marge d'erreur, c'est relativement similaire. Utilisez-vous déjà l'IA pour répondre aux appels d'offres publics?
On a une majorité de non, avec 68%, mais on a quand même 32% qui disent oui. Et si oui, pour quelle tâche? On a l'analyse des documents de l'appel d'offres et la rédaction de certaines parties des mémoires techniques, pardon. Et autres à 34%, mais on n'avait pas la possibilité de pouvoir, de pouvoir vous faire décrire. Et si vous utilisez déjà l'IA pour répondre aux appels d'offres, la trouvez-vous efficace pour les tâches que vous lui confiez? Oui, souvent efficace à 32%. Donc là, on diminue par rapport à l'IA de manière générale et moyennement efficace à 48%. Et rarement à 20, ce qui fait Et qu'on est à rarement à 20, exactement. 68 de gens qui ne sont pas super satisfaits a priori. Donc Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs. Bon, bah, c'est parti. Je vous laisse démarrer. C'est pour la définition de l'IA générative. C'est parti. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que tu peux afficher les différents éléments, juste Véronique, s'il te plaît, sur le slide? Bon, Ouais, tu peux même tout afficher, hein, ça sera- voilà. ouais, Alors, je fais un peu pour pour. expliquer rapidement ce que c'est l'IA, l'objectif, c'est pas de vous bassiner pendant des heures et des heures sur les différentes définitions, mais c'est de vous faire comprendre de quoi on parle. En fait, il faut catégoriser, distinguer deux grandes familles d'IA. La première, c'est l'IA symbolique que vous voyez sur la gauche. En fait, c'était une famille de l'intelligence artificielle qui consistait à donner à une machine des règles de logique qui lui permettaient de comprendre le monde qui l'entourait. Le problème de cette approche, et pourquoi c'est moins retenu aujourd'hui que la deuxième famille que je vais vous présenter, c'est parce que c'est compliqué d'imaginer toutes les règles qui permettent de comprendre l'ensemble du monde pour une machine. Donc on est plutôt passé sur une autre approche, qui est une approche plutôt orientée sur des statistiques, où en fait on apprend à une machine à réfléchir, alors je mets de gros guillemets autour de réfléchir, par l'observation d'un certain nombre d'éléments qu'on observe dans le monde autour de nous. Donc on se base sur des statistiques. Aujourd'hui, toutes les IA que vous utilisez utilisent en grande partie une approche statistique pour vous répondre. Donc, je vais vous poser une question, je vais poser une question à mon IA. Elle va réfléchir de façon statistique à la bonne réponse. Ou en tout cas, à la réponse qui s'approche le plus de la vérité selon elle. Dans cette partie d'IA statistique, on va trouver deux sous-dimensions qui sont particulièrement importantes, le machine learning et le deep learning. Alors, le machine learning, c'est extrêmement simple. En fait, on permet à une machine d'apprendre en lui donnant accès, en lui permettant d'accéder à des données. Le deep learning va un petit peu plus loin que le machine learning. On lui donne toujours accès à des données pour lui permettre de comprendre, pour lui permettre d'apprendre. Mais on rajoute une couche que je vais vous expliquer en suivant qui s'appelle des réseaux de neurones et qui permettent de mimer, ou en tout cas d'imiter pour une IA, le fonctionnement du cerveau humain. Et c'est dans cette partie d'IA statistique, qu'on trouve la vraie révolution qu'on observe depuis fin 2022, qui est l'IA générative, qui est en fait une catégorie d'IA, donc qui se base encore une fois sur des grandes quantités de données pour répondre à des questions, et qui est en mesure de générer du contenu par rapport à du contenu que vous allez lui donner. Donc, je prends l'exemple de ChatGPT, je pense que tout le monde connaît cet outil. Vous donnez à ChatGPT du texte, hein, des choses que vous allez écrire, vous lui donnez des images, vous lui donnez des documents, peu importe. ChatGPT sera en mesure de vous répondre soit par du texte, soit par des images, soit par d'autres types de documents. Donc, retenez bien ça, l'IA générative, c'est une sous-dimension de l'IA qui est entraînée sur de grandes quantités de données et qui est en mesure de produire du contenu de sortie par rapport à des demandes que vous allez pouvoir lui faire. Est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Alors, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer ce slide de façon extrêmement simple. On est sur ce qu'on appelle un réseau de neurones, et un réseau de neurones en intelligence artificielle, dans son fonctionnement, il va s'apparenter, il va ressembler plutôt au fonctionnement de nos réseaux de neurones à nous, êtres humains. Je vais prendre un exemple assez simple. On va prendre l'exemple de l'entraînement d'un réseau de neurones qui doit reconnaître des images. Donc, quand on dit entraînement, c'est-à-dire qu'on veut apprendre à l'outil, donc apprendre au réseau de neurones à travailler sur une tâche donnée, ici la reconnaissance d'images. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à mon réseau de neurones une image, que vous voyez sur la gauche, qui est une image de chien gris, sur laquelle je vais mettre une étiquette, c'est-à-dire je vais lui dire cette image, c'est une image de chien gris, et lui, il va devoir deviner ce que c'est. Donc, il n'a pas le droit de lire l'étiquette avant de me répondre. Comment il va fonctionner? Très simple, vous voyez sur la première couche que vous voyez sur la gauche, hein, le 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ici, on va venir décomposer l'image en unités de mesure, donc ici des pixels. Et chacun de ces pixels, il va partir dans d'autres couches de mon réseau de neurones, donc qui vont être composés de différents neurones, et chaque neurone va recevoir un ou plusieurs pixels, et il va devoir deviner. Il va devoir répondre à la question suivante. Statistiquement, ce pixel, je pense qu'il appartient à une image de, ici, des chiens gris. Un chien gris. Donc, il doit deviner, par rapport à des règles statistiques, à quelle image appartient le pixel. On fait cette opération un grand nombre de fois, et si ça fonctionne bien, en sortie, donc vous voyez sur la droite de l'écran,
on va avoir une réponse qui va être cette image est une image de chien gris. Donc ici, ça fonctionne bien, très bien, on valide le fonctionnement du modèle. Si ça marche pas, c'est le cas où c'est plus rigolo. Imaginons, je prends exactement le même exemple et mon réseau de neurones me sort, c'est un chat violet, par exemple. On n'a pas le bon animal, on n'a pas la bonne couleur. Qu'est-ce qui va se passer? On va revenir en arrière. On va dire à mon modèle, tu as eu tort, tu vas devoir me dire qui avait raison et qui avait tort parmi tes neurones. Et donc, il va venir analyser le fonctionnement et les réponses de tous les autres neurones et voir qui avait raison et qui avait tort. Une fois qu'il a vu quel neurone avait raison et quel neurone avait tort, il va venir monter le poids dans les décisions futures des neurones qui avaient raison et baisser le poids dans les décisions futures des neurones qui avaient tort. C'est comme ça qu'on améliore un modèle. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que ça permet d'illustrer une des limites, ou en tout cas un des points de vigilance qu'il faut avoir lorsqu'on utilise ces outils. Ce ne sont que des outils statistiques qui répondent sur la base de probabilités. Ce ne sont pas des outils logiques. Ce qui explique qu'on peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations ou des réponses incorrectes, et on va revenir dessus après. Est-ce que tu peux passer sur le slide suivant, s'il te plaît, Véronique? Merci beaucoup. Alors, ce slide, il date un petit peu, cette infographie, mais je la trouve plutôt bien faite, elle date de 2023. Qu'est-ce que ça montre? Ça vient calculer le nombre d'utilisateurs de différents outils d'intelligence artificielle. Vous voyez au centre de l'image le 14,6 milliards. C'est une icône que vous connaissez peut-être, c'est celle de ChatGPT, donc qui était déjà à l'époque l'outil le plus utilisé. Aujourd'hui, ChatGPT, vous avez peut-être vu les statistiques, on est à 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires. C'est une statistique qui est sortie il y a une semaine de mémoire. Mais il n'existe pas que ChatGPT. Vous avez d'autres outils. Vous voyez Bard qui a laissé sa place à Gemini, donc la solution de Google. Vous voyez des Midjourney. Vous voyez beaucoup d'outils. Et chacun de ces outils, il va avoir des cas d'usage, il va avoir des utilités différentes. Et ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, je peux vous envoyer quelques éléments qu'on met à jour chez Polaria qui permettent justement d'avoir une image, un état des lieux des différents outils qui existent avec leur cas d'usage. Je veux faire un PowerPoint, j'ai ça. Je veux faire de l'analyse de texte, j'ai ça comme outil. Ça vous permettra de vous y retrouver. Quand on parle de cas d'usage, Véronique, si tu peux juste passer au slide d'après, ouais, tu peux tout afficher. Donc les cas d'usage, je ne vais pas parler des cas d'usage appel d'offres, je vais laisser la main à Olivier là-dessus, mais pour parler des cas d'usage un peu génériques, vous voyez qu'ils sont extrêmement variés. On commence par quelque chose d'assez classique sur la génération de contenu textuel. Ça peut être de la rédaction de notes, des textes, des sondages, faire des synthèses de documents, faire des recherches sur Internet. Mais on peut aller sur des choses aussi beaucoup plus loin. On peut aller sur générer des documents de présentation type PowerPoint. On peut générer des sites web. On peut créer des environnements 3D, de la musique. On peut utiliser ces outils comme assistants à la réflexion. On peut prendre des notes en réunion, générer du code informatique. Bref, aujourd'hui, la vraie question, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est plutôt qu'est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire dès aujourd'hui avec l'IA. Et comme je vous le disais, je vous enverrai des ressources là-dessus qui vous permettront de vous y retrouver un petit peu. Et je passe la parole du coup à Olivier. Oui, bonjour. Donc, Olivier Demilly, juste pour contextualiser un petit peu le contenu. Donc, moi, je réponds à des marchés publics depuis plus d'une vingtaine d'années. Et chez Audialis, on fait aujourd'hui on fait deux choses. On accompagne les collectivités et les acheteurs publics dans l'analyse de dossiers, le montage de DCE, l'analyse de DCE aussi. On commence à glisser de l'IA dans les prestations et puis on accompagne les entreprises dans le développement de leurs performances. Donc, j'interviens là dans le cadre du côté opérationnel et pour vous partager un petit peu les expériences qu'on mène et les usages qu'on en a aujourd'hui au quotidien là-dedans. Donc, en termes de pour compléter juste ce que dit Martin, en fait, ce que nous, on explique bien, c'est qu'il n'y a pas d'humain derrière une IA générative. En fait, elle ne délivre que, en fait, utiliser l'IA, et on reviendra après sur les cas d'usage tout de suite, c'est que il faut bien savoir déjà dans notre tête qu'est-ce qu'on veut comme résultat. Si on ne lui pose pas les bonnes questions, si on n'est pas clair dans ce qu'on veut, donc, si on n'est pas clair dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on veut rechercher dans un DCE, on n'aura pas la bonne réponse. Et ce ne sera pas la faute de l'IA, ça sera notre faute et on sera incapable de lui faire. Je vous donne tout de suite et je glisse sur l'aide au go-no-go. Savoir décrypter un DCE, eh bien, pour être pertinent dans le décryptage d'un DCE, il faut déjà avoir une maîtrise à minima de les points clés d'un DCE. Si vous ne savez pas quels sont les points clés d'un DCE pour vous aider à décider, il est clair que la réponse, elle ne vous sera pas pertinente. Je vous donne un exemple.
aujourd'hui décrypter. Si vous lui dites, tiens, fais-moi une synthèse de mon DCE, ok, il va vous le faire, mais elle sera beaucoup moins pertinente si vous lui dites, OK, dans le DCE, va chercher la durée de validité des prix, les critères d'analyse, les indices de révision des prix, les pénalités, etc., etc. Vous voyez, donc si vous ne savez pas, plus votre réponse, votre question, elle est pertinente, plus vous aurez une réponse rapide, surtout, pertinente et mise en forme. Donc ça, c'est hyper important à avoir à l'esprit. Donc aujourd'hui, dans l'aide au go-no-go, si vous êtes capable de rédiger des prompts, donc c'est en fait, bon, la plupart utilisent l'IA, mais si vous êtes capable de rédiger une question qui est pertinente, vous avez des réponses. Par exemple, nous aujourd'hui, et pour nos clients et pour nous, puisqu'on répond aussi à des marchés publics, aujourd'hui, on utilise l'IA pour décrypter de manière très précise et générer ça sous forme d'une fiche marché. Donc, on lui demande de produire le résultat sous forme d'un tableau qui est ensuite généré dans un document Word sur une analyse fine du DCE. Par exemple, on va lui demander de nous faire une analyse des points clés du RC. Bon, évidemment, mais typiquement, à quelle date on doit répondre, mais on va lui demander tout de suite de nous calculer combien il nous reste de temps entre le moment où je pose la requête et la date limite de réponse. Donc ça, techniquement, c'est quelque chose qui s'est généré automatiquement. On va lui demander de nous ressortir un certain nombre de choses au niveau du RC. On va lui demander de nous sortir des points clés au niveau du CCAP. Et puis, on va aussi lui demander d'analyser le CCTP. Par exemple, si je reviens sur le CCAP, typiquement, c'est des choses que très peu d'entreprises font, mais on peut aller lui demander de dire, tiens, va détecter les articles qui sont dérogatoires au CCAG. Bon, je rentre dans le technique, mais dans le CCAP, vous avez le dernier article qui sont les articles dérogatoires au cahier des clauses administratives générales. Bon, bah, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui vont analyser c'est quoi l'écart entre l'article qui est écrit dans le CCAP et quel est l'article qui est dérogatoire et c'est quoi la différence. Bon, bah, grâce à l'IA générative, grâce à la data, grâce à un prompt pertinent, on est capable d'avoir dans une synthèse de dire ah bah, attention, oui, sur cet article-là dérogatoire sur les pénalités, eh bien l'écart entre ce qui est demandé et le modèle, c'est celui-ci. Donc, ça va permettre d'avoir une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus rapide de l'analyse du dessin. On peut même aussi, et ce qu'on fait, lui demander de vérifier s'il n'y a pas des coquilles ou des éléments qui se contredisent. Par exemple, une durée de validité d'une mission qu'on retrouve dans le RC, et puis on va retrouver une autre date dans le CCAP, par exemple, ou dans le CCAP. Il va dire, bah, tiens, attention, il y a des dates qui se contredisent. On peut même lui dire, attention, tu vas vérifier la hiérarchie des pièces contractuelles, et à ce moment-là, c'est celle-ci. Ou on peut aussi lui demander de nous suggérer des questions à poser à l'acheteur. On lui dit, bah voilà, on peut lui demander le questionnaire en lui disant, bah voilà, sur ces sujets, si tu trouves que ce n'est pas clair, suggère-moi des questions qu'il faudrait poser à l'acheteur. On a aussi, donc ça, on a l'analyse du DCE sur la partie synthétise-moi les points clés habituels. Fais-moi une analyse plus fine que je ne fais pas aujourd'hui sur la partie juridique. Fais-moi également une analyse. Il peut vous suggérer des questions à poser à l'acheteur. Et souvent, on se pose des questions. Est-ce qu'on essaye de détecter si le CCTP il est orienté, pas orienté, etc. On peut aussi lui questionner pour savoir si le CCTP qui a été rédigé, il lui semble être fait par un technicien qui maîtrise la prestation ou pas. Donc en allant aller chercher des mots-clés plus techniques, voilà, en allant chercher des mots-clés particuliers. On peut aussi lui demander si le ou équivalent, vous savez, qu'on retrouve dans les CCTP quand on est un peu trop prescriptif dans le cahier des charges, on peut aussi aller lui demander de détecter ça et en fonction de ses retours, de nous dire quelle est son impression. OK? Voilà. Et donc ça, c'est vraiment en ayant ces questions type, il peut nous préconiser en tout cas une fiche marché qui est une vraie aide à la décision on y n'y va pas. Et ça, de manière statistique, est vraiment, vraiment efficace.
Donc, comme les questions, on va les attendre à la fin, je vous propose qu'on passe à la slide suivante. Le deuxième sujet, une fois qu'on a dit go, une fois qu'on a notre analyse, on va passer à la rédaction du mémoire technique. Là, l'IA générative, comment nous on l'utilise, d'abord c'est un super outil et en tant qu'adhérent aussi du CINOV et puis en travaillant dans le monde aussi de la prestation intellectuelle, mais pas que, les éléments de compréhension, de recontextualisation. Vous savez, souvent, on vous demande de recontextualiser, compréhension du besoin, et sur des missions souvent de prestation intellectuelle, mais moi, je vous conseille de mettre à chaque fois un paragraphe sur compréhension de votre besoin. La contextualisation est hyper puissante. Par exemple, aujourd'hui, nous, on fait des prompts pour nos clients où, je sais pas, on va prendre une mission de conseil ou de stratégie pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour bâtir la stratégie numérique de la métropole de Lyon. OK ? Et là, on vous demande compréhension du besoin, etc. Bon, avec l'IA générative, on va pouvoir faire un prompt où on va lui dire, OK, à partir des éléments que tu as collectés dans le DCE, on va également lui fournir un lien sur le site de la métropole pour qu'il aille voir quels sont les éléments qui évoquent le sujet de la politique numérique de la métropole. On va aller récupérer des décisions de conseil du conseil, des éléments politiques, des articles, etc., pour qu'il aille en fait récupérer toute la data qui existe sur le web, plus des documents qu'on aura pu lui charger, plus le DCE. Eh bien, on va lui demander avec tous ces éléments-là de nous contextualiser, de nous rendre la réponse à la compréhension de son besoin de manière beaucoup, beaucoup plus pertinente, en faisant référence à des articles d'actualité, des éléments de contexte sur le côté numérique citoyen, les éléments de décision politique qu'on aura pu récupérer, etc., etc. Donc, nous, sur cette partie-là, sur la compréhension du besoin, on voit qu'on passe vraiment un cran au-dessus en termes de pertinence et en particulier sur le sujet compréhension du besoin où là, on peine toujours à rédiger cette partie et rarement on passe du temps à aller récupérer toute la documentation sur ces sujets qu'on peut retrouver sur le net, en se baladant sur la collectivité, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment, là, vraiment, on marque des points sur ces parties-là, et en particulier quand la partie compréhension du besoin, elle est notée. L'assistance à la pertinence aussi, en matière de RSE, souvent, c'est des éléments intéressants, et je vous rappelle que ça va être un critère obligatoire. Les critères environnementaux vont être obligatoires au plus tard l'année prochaine, l'été prochain. Et donc, on a souvent des peines à dire, bon, qu'est-ce que je peux dire? Quels sont les indicateurs pertinents que je peux montrer, que je vais pouvoir suivre dans le cadre de ma prestation? On parle de sobriété numérique, ça veut dire quoi? Comment je peux aller chercher? En fait, là, l'IA, elle va vous suggérer des choses. Ça, c'est important. Elle ne va pas forcément vous aider à rédiger, mais elle va vous suggérer. Elle va vous suggérer en disant, tiens, oui, tu fais de la prestation intellectuelle dans le cadre de ce marché. Eh bien, écoute, voilà ce que je te suggère de lister comme type d'indicateurs qui vont permettre de voir qu'est-ce que tu vas faire en matière environnementale ou, si tu rajoutes le social, sociétal. Donc ça, on va pouvoir la questionner. Il va pouvoir aussi nous aider à rédiger. Typiquement, une méthodologie. Une méthodologie, une gestion de projet, vous allez avoir quelque chose qui, vous avez tendance à peu près dire la même chose, mais cette méthodologie que vous avez fait, qui est celle que vous maîtrisez, c'est celle du métier, entre guillemets, vous allez pouvoir la confronter avec le DCE et vous allez pouvoir lui demander qu'il vous suggère une rédaction. Donc, il va reprendre ce que vous mettez habituellement pour aller insérer des éléments de pertinence à l'intérieur, en rappelant les éléments du contexte, en rappelant des éléments d'alerte qu'il a évoqués dans le CCTP ou dans les critères, avec les critères de notation qu'on retrouve dans le règlement de consultation.
Donc ça, c'est des éléments qui vont être importants, qui vont permettre à notre méthodologie habituelle qui ronronne, où souvent on fait des copier-coller, eh bien de vraiment de rajouter des éléments de pertinence à l'intérieur. Sur la partie suggestion, c'est ce que je vous disais, nous, ils nous suggèrent souvent, par exemple, des KPI. Vous voulez, voilà, comment, souvent dans le cadre de vos prestations, la notion de qualité, elle est importante, c'est-à-dire comment, c'est d'abord des éléments différenciateurs entre chaque société, hein, c'est de dire qu'est-ce que moi, comment je prouve que ce que je vais faire, c'est qualitatif et qu'on aura le résultat au bout. Eh bien, ces éléments de preuve, souvent, c'est là où ça peine, hein, c'est là où on intervient beaucoup là-dessus. Donc, ces éléments de preuve, on va lui demander de nous les suggérer. C'est-à-dire, bah, tiens, sur cette mission d'accompagnement dans une politique où on doit bâtir la stratégie numérique de la métropole, quels seraient les éléments qui pourraient garantir notre prestation tout au long de notre méthodologie? Eh bien, c'est là où l'IA va vous suggérer des choses. Et elle ne va pas vous faire découvrir un truc exceptionnel qui va faire la différence. En fait, elle va vous suggérer des choses en disant ah bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc c'est souvent, si c'est bien fait, c'est souvent la réflexion que vous allez avoir, ah ouais, effectivement, c'est pas mal, j'y avais pas pensé. Donc elle va venir compléter ce que vous aviez déjà pour vous suggérer d'autres choses. Et ça, c'est hyper important parce que ça va venir rajouter, étoffer et rendre encore une fois plus pertinent vos réponses. J'insiste sur la partie qualitative. Comment je prouve que ce que je vais faire, ça va être qualitatif et que je vais mesurer la qualité de la prestation à la fin. Ça, c'est hyper important parce que ce sont des éléments de preuve et qui feront la différence. Donc là, l'IA, elle va vraiment vous permettre de passer un gap dans la pertinence et la qualité de vos réponses. On va passer à la partie aide rédaction, à l'autre partie, à slide suivant. Alors, l'aide à la correction. Alors ça, c'est hyper intéressant. On a commencé à le mettre, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille on aide nos clients dans la rédaction de leur mémoire technique, la mise en œuvre de prompt, eh bien, on s'amuse aussi à la fin, une fois qu'on a rédigé le mémoire technique, à se mettre dans la peau de l'acheteur. Donc, en fait, on va lui demander, une fois qu'on a fait le mémoire technique, de nous faire, grâce à un prompt, un autocontrôle du dossier. Par exemple, de voir si la méthodologie lui semble pertinente par rapport aux critères, par rapport à tout ce qu'on lui a dit avant. Voilà. Et puis, on va aussi demander à l'IA de se mettre dans la peau de l'acheteur et de nous noter notre mémoire technique avec les critères du RC. En gros, on va lui demander qui joue le jeu, qui joue le rôle de l'acheteur public, en l'occurrence la métropole, et qui va noter notre mémoire technique. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que, eh ben, en fait, on va challenger notre réponse pour lui dire, bah, tiens, ok, tu es un tel, voilà les éléments de contexte, puisqu'on aura en amont retravaillé, aussi recontextualisé tout ça, et on lui aura appris à analyser. Et ça va nous permettre de dire, bon, bah, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'on est faible, est-ce qu'on n'est pas faible. Donc là, ça va permettre de réinterroger notre pratique. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est ce que nous, on faisait et sur lequel, avec l'IA, on va avoir des éléments à confronter. Elle va nous suggérer une notation et nous, on va compléter ou pas l'analyse. Donc ça, c'est intéressant, ça rassure et ça permet vraiment d'analyser de manière beaucoup plus pertinente les réponses. Ensuite, donc sur la partie aide au chiffrage, alors ça c'est intéressant. On est en train de travailler, je vous donne des exemples, hein, d'accord? Mais aujourd'hui, en termes d'études, alors il y a des métiers où ça va être simple, par exemple, vous chiffrez des échafaudages pour des bâtiments. Bon, ben, vous avez des grilles assez précises, vous avez un modèle économique assez précis où l'unité d'œuvre, c'est par exemple le mètre linéaire, un mètre carré, où dedans vous avez du montage, du démontage, etc., etc. Donc là, vous avez des modèles de chiffrage. Eh bien, ces modèles-là, on va les charger dans l'IA et ensuite, on va rentrer les datas pour que derrière, ils nous suggèrent un chiffrage. Alors ça, c'est vrai dans le bâtiment, ça va très bien s'appliquer dans des métiers
où on a des unités d'œuvre. Alors, on peut aussi, dans la prestation intellectuelle, on peut toujours lui demander de nous suggérer des choses en disant tel type de mission, c'est après tant de jours hommes, tant de jours pour le sponsor, tant de jours pour le gestionnaire de projet, tant de jours pour un développeur, etc. Bon, je dois dire que si votre modèle, déjà, il ne s'appuie pas sur des unités d'œuvre qui sont déjà un petit peu précises, je ne suis pas certain que le résultat soit hyper pertinent. Par contre, voilà, vous êtes des métiers où vous savez très bien que développer quelque chose, c'est tant d'heures pour un ingénieur, etc., etc. Si vous êtes un bureau d'études, vous pouvez lui charger éventuellement des plans et lui apprendre que l'analyse d'un plan, c'est tant d'heures pour telle personne. Et à ce moment-là, en fonction du plan que vous lui chargez, c'est intéressant. Voilà. Je sais qu'il y a aussi des exemples dans le domaine de la VRD, donc tout ce qui est travail d'assainissement, c'est les gens qui font des trous dans les routes, là, et puis qui défaussent et puis qui retraitent les réseaux derrière. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des applications où le chef de chantier ou le conducteur de travaux, il peut très bien prendre une photo de la rue. Voilà. Cette photo, elle va être analysée par l'IA et grâce à un modèle qu'on lui aura chargé, elle va vous suggérer déjà un premier devis. En rentrant des distances, en rentrant les largeurs, la longueur de la rue, etc. Et il sait très bien qu'une fosse, c'est tant de mètres, etc. On doit mettre tant tant d'heures, etc. Enfin, voilà, les unités d'œuvre derrière sont associées et il est capable, sur une photo avec deux, trois éléments de contexte, de vous proposer un chiffrage. Il sera vraiment dans la suggestion et dans la proposition. L'IA est extrêmement puissante dans l'analyse de documents, PDF, images, comme l'a dit Martin, et aujourd'hui la reconnaissance de caractère, l'analyse de documents, etc. Il est vraiment capable, c'est très très puissant pour récupérer ça, et on peut imaginer qu'à partir d'une photo, des éléments visuels, il puisse associer derrière, ou alors une analyse de plan, il puisse analyser derrière et suggérer des choses en fonction de la manière dont vous avez l'habitude de chiffrer. Euh, on peut lui charger aussi un bordereau de prix unitaire, un DPGF, pour qu'il en fasse une analyse et qu'il nous fasse un commentaire par rapport à l'analyse du CCTP, s'il le juge pertinent ou pas aussi. Voilà, ça peut être des choses intéressantes. Alors c'est vrai que c'est vrai que les questions, c'est à la fin. Donc, on reprendra si vous avez des questions tout à l'heure et je vais repasser la question à Martin parce que une fois qu'on a dit c'est quoi l'IA, une fois qu'on a expliqué quels sont les cas d'usage, on ne vend pas que du rêve. Donc, il y a toujours un équilibre à avoir. On a vu dans le sondage qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément satisfaits des résultats. Donc, l'idée, c'est qu'on partage avec vous ce que va vous présenter aussi Martin sur les limites et les prérequis d'un bon usage de l'IA générative. Alors, en effet, là-dessus, ce que je peux dire en introduction sur ce slide, c'est que contrairement à ce que certaines et certains peuvent penser, l'IA, c'est pas du tout une baguette magique, c'est un outil qui est extrêmement puissant, certes, mais qui reste un outil et il faut être conscient des limites et des risques d'utilisation. Et il faut avoir en tête les bonnes pratiques, on va dire, ou en tout cas la démarche qui fonctionne le mieux si on veut monter en compétences et si on veut pouvoir les utiliser de façon performante. Alors, au niveau des limites, on va parler d'une limite que vous devez déjà connaître aujourd'hui, un risque en tout cas que vous devez déjà connaître, c'est la problématique du RGPD. C'est-à-dire que lorsque vous mettez des données confidentielles ou en tout cas personnelles dans l'IA, vous allez être soumis au RGPD et a priori, aujourd'hui, mettre des données confidentielles ou des données personnelles dans ChatGPT à titre professionnel, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, les données, qu'est-ce qui se passe? Elles partent aux États-Unis. Elles partent sur des serveurs américains, ça sort d'Europe. C'est pas pour rien, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu passer l'information, mais il y a 2, 3 semaines de mémoire, OpenAI, donc la société qui développe ChatGPT, a annoncé vouloir ouvrir des serveurs localisés en Europe. C'est en partie pour venir se protéger ou en tout cas régler cette problématique du RGPD. Mais c'est le cas avec d'autres outils également. Au niveau des résultats, qu'est-ce qui vous assure, qu'est-ce qui vous permet de penser que l'utilisation de l'IA, que les résultats que ça vous offre
sont correctes déjà, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire en sorte de comprendre le cheminement suivi par l'IA pour pouvoir expliquer les résultats que vous allez avoir. Si vous ne promptez pas correctement votre IA, c'est-à-dire si vous donnez des instructions qui ne sont pas suffisamment précises, l'IA peut vous donner une réponse, peut vous donner un résultat, mais sans préciser comment est-ce qu'elle a obtenu ce résultat. Ce qui peut poser des problèmes en termes d'explicabilité de l'information que vous produisez. Au niveau de la deuxième partie sur la fiabilité et la transparence, qu'est-ce qu'on entend par boîte noire? Alors, quand je dis une boîte noire, je fais référence à un certain nombre de modèles, dont ChatGPT, qui sont des modèles propriétaires, qui sont des modèles fermés. C'est-à-dire que les paramètres dans ChatGPT, le fonctionnement de ChatGPT, c'est quelque chose qui n'est pas public aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir comment il fonctionne. Il y a des modèles qui sont dits open source, c'est-à-dire que lorsque vous les utilisez, vous pouvez comprendre, vous pouvez connaître les paramètres et les règles qu'ils suivent, parce que vous avez accès au code, mais les modèles propriétaires type ChatGPT, vous ne savez pas. Ce qui veut donc dire que même s'il y en a certains d'entre vous qui sont en version payante de ChatGPT, vous avez peut-être sélectionné l'option ne pas utiliser mes données pour entraîner les modèles. Il y a cette option qui permet de dire à l'outil, attention, je vais charger des informations sur tes serveurs, je ne veux pas que tu les utilises pour t'entraîner. Qu'est-ce qui vous dit derrière que c'est bien respecté? On est sur un modèle propriétaire. Donc, on n'a pas de certitude sur ce qui est fait derrière. Mais ce n'est pas le cas, encore une fois, avec tous les outils. Qu'est-ce que c'est que le risque d'hallucination? Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est vous posez une question à votre outil, vous lui demandez de faire quelque chose, vous demandez à ChatGPT de répondre à une question que vous lui posez, et il vous répond quelque chose de façon très sûre de lui, mais qui est totalement faux. Alors, là, on sort un petit peu du domaine des appels d'offres, mais le cas qui avait fait le plus parler à l'époque, c'était au tout début de ChatGPT. On lui demandait quel était le goût d'un œuf de vache, ce qui n'existe pas, hein, je le précise, et il vous répondait que ça avait un goût légèrement lacté. Donc, un œuf de vache, quelque chose qui n'existe pas, et il lui donnait un goût. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? En fait, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du fonctionnement de ces outils. On est sur des technologies qui fonctionnent sur des bases statistiques, et donc il estimait par rapport à la réponse plausible, ou en tout cas statistiquement plausible, que le goût d'un œuf de vache soit un goût légèrement lacté. Ça fonctionne aussi, ce genre d'erreur, sur des questions beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus professionnelles. Ces outils sont paramétrés pour vous répondre, ce qui veut dire qu'ils vont répondre à des questions, quelles qu'elles soient, mais ils peuvent faire des erreurs. D'où Ouais, l'importance de venir. Ouais, ouais, Martin, on a ces risques d'hallucination dans les marchés publics parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est le marché. bien Mais sûr. par exemple, on a eu le cas où on lui demandait de nous faire une présentation de notre société dans le cas d'une réponse à un marché ou de lui faire une fiche synthèse. Et en fait, il va récupérer, vous mettez le nom de votre société, vous lui demandez de faire une présentation en mettant en avant les moyens humains, etc., votre chiffre d'affaires. Et puis, il va vous sortir des réponses, mais qui ne sont pas du tout les vôtres, en inventant, enfin, en allant chercher des personnes, des résultats qui ne sont pas les vôtres, en fait. Donc, C'est ça. et puis, et surtout, si vous l'utilisez pour aller chercher des normes techniques, surtout si vous le challengez sur qui vous regarde quelles sont les normes techniques exactes, vous avez intérêt à quand même vous les connaître pour vérifier si les réponses qu'il vous donne, elles sont bonnes ou pas, quoi. Ça, c'est aussi le danger. Il permet Si, de. Ouais, vas-y, je t'en prie. non, non, mais voilà, ça permet de dire attention, si vous challengez sur des normes techniques qui peuvent exister, des choses assez précises et et avec des enjeux importants qualitativement et techniques, vous avez intérêt à avoir quelqu'un qui sache vérifier si c'est pertinent ou pas, quoi. Tout à fait. Ce qui facilite là-dessus, parce qui diminue le risque d'hallucination, c'est le fait de donner des bases de connaissances spécifiques à votre ChatGPT ou à votre outil d'IA, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça le concentre sur des données plus restreintes. Donc, si vous donnez, par exemple, l'ensemble des normes applicables sur votre secteur d'activité, il va beaucoup moins halluciner parce qu'il va venir se concentrer sur les documents que vous lui aurez communiqués. Juste pour finir sur ces limites, la conséquence de ce que je viens de dire, c'est la confiance envers les résultats. Lorsque vous travaillez avec un outil d'IA, vous avez le devoir, à titre professionnel, de valider l'information produite par votre outil d'IA. C'est la même chose que lorsque vous travaillez avec un être humain. Derrière, il faut être en mesure de revoir son travail, de le valider avant de l'envoyer, par exemple, à un client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de prérequis? Pour une entreprise, pour une organisation, ça veut déjà dire, si on veut utiliser l'IA, définir clairement des cas d'usage sur lesquels on va utiliser l'IA et définir d'autres cas d'usage sur lesquels on ne va pas utiliser l'IA. Typiquement, si vous travaillez avec des données personnelles, je vous déconseille de travailler avec ChatGPT ou avec un outil de ce type, avec ce type de données. Ça veut donc dire mettre en place des règles internes dans l'utilisation de l'IA au sein de votre organisation. Au niveau des données que vous voulez utiliser, il y a un minimum de préparation à faire. Si vous chargez dans un outil d'IA des données qui sont totalement incohérentes, ou en tout cas où il y a la même information mais avec des résultats différents à plusieurs endroits,
l'outil va être un peu pollué en termes de fonctionnement et va vous répondre des choses qui peuvent être imprécises. Tous ces outils fonctionnent sur de la donnée. Si la donnée est de qualité en entrée, vous allez avoir des résultats qui statistiquement seront de qualité. Si la donnée est mauvaise, les résultats seront à l'image de la donnée. Ça permet d'illustrer ce que je vous disais. On n'est pas sur une baguette magique, on n'est pas sur un outil magique. Il est dépendant de la donnée qu'on lui communique. Comment on procède, nous, dans notre quotidien chez Polaria? Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on a une activité assez importante chez nous qui est de la formation de sociétés, que ce soit des sociétés privées ou des organisations publiques. Et on vient former sur l'utilisation des outils d'IA, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et ce qu'il ne faut pas faire avec ces outils. Donc, ça nécessite de former les équipes qui travaillent au sein de votre organisation. Et derrière, une fois qu'on a formé tout ce petit monde, entre guillemets, et qu'on utilise les outils d'IA au quotidien dans le cadre des appels d'offres ou autres, ça nécessite quand même de faire un suivi qualité. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des processus qui vont permettre de valider les informations produites par les outils et on ne va pas s'arrêter à un fonctionnement un petit peu automatique. Non, on va mettre en place un vrai contrôle qualité qui permet très rapidement de voir s'il y a un problème dans l'utilisation des outils pour pouvoir derrière redresser le tir. Une fois qu'on met de l'IA en place, le travail ne s'arrête pas là. Il faut mettre en place un accompagnement et un suivi de la qualité de ce que proposent les outils. Voilà en 2 mots, 9h14. On a presque respecté à la minute le timing avant les questions-réponses. Eh ben, merci, Martin, Olivier. C'était très, très intéressant. J'ai noté quelques questions, enfin, tout du moins, je vais les lire parce que je ne les ai pas notées. Celle qui me vient là. J'ai Nathalie Chang qui a posé une question. Si on donne à l'IA notre réponse pour une reformulation, qui nous dit, alors on était dans le cadre, tu sais, de la rédaction de mémoire technique ou de choses comme ça, qui nous dit qu'elle ne la proposera pas à une autre structure concurrente qui lui pose la question à la fois, la même question. En gros, c'est si j'utilise une IA pour m'aider et pour faire mon mémoire ou sur des sujets particuliers, est-ce qu'elle ne va pas faire la même réponse à mon concurrent? C'est ce que j'ai compris. Tu conseilles, Olivier? Vas-y, commence, Martin, sur la technique de alors, réponse, et juste puis après, je là-dessus, reviendrai sur la partie opérationnelle. Ouais. ça marche. Ça, c'est une vraie crainte que les gens ont, qui est assez infondée sur un point en tout cas, mais on va venir le nuancer. Lorsque vous mettez des informations, quelles qu'elles soient dans dans le chat de Mistral, dans le chat GPT, peu importe, ça ne veut pas dire que si moi, derrière, je demande l'information que vous venez de mettre dans l'outil va me la donner. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, Julien met un document dans le chat ou dans Mistral. Si je fais la demande, donne-moi le document XYZ que Julien Mercier a mis il y a 10 minutes en ligne, il ne va pas me donner le document. Ce qui va peut-être se passer, probablement d'ailleurs, c'est que le document peut être utilisé pour entraîner le modèle, c'est-à-dire pour lui permettre de bien comprendre le contexte autour de la demande qui avait été faite et de venir s'affiner sur les réponses suivantes. Ce qui veut donc dire que si, imaginons, il y a un appel d'offres type sur lequel on envoie des documents de réponse et que c'est tous les mêmes, ou en tout cas que la structure est vraiment très très similaire, en fait, ça va venir l'inspirer pour proposer des réponses ultérieurement. Mais il ne va pas vous ressortir les noms des clients et des éléments spécifiques de façon directe. Donc, vous n'allez pas être, à ce niveau-là, vous n'allez pas être copié. Par contre, ça peut inspirer le fonctionnement des outils si c'est fait en grande quantité. Oui, et pour compléter, en fait, il y a 2 choses qu'il faut voir. C'est d'abord, si on pose la question, décrypte-moi un DCE et va me chercher telle et telle et telle donnée. Bon, c'est sûr que s'il y a 2 entreprises qui posent la même question sur le même document, elles vont avoir le même résultat. Bon, ça, on va dire que c'est de l'ordre de voilà. Après, s'il y en a une qui est mal formée, qui sait mal, elle va pas poser correctement la bonne question, il va lui manquer des informations, mais d'interroger de la même manière en lui demandant les mêmes informations sur les mêmes documents, on aura les mêmes résultats. Ensuite, dans la rédaction de votre mémoire technique, donc là, qui vous sont propres, aujourd'hui, votre entreprise, elle est différente des autres. Donc, normalement, dans la question qu'on va poser, dans la manière dont on va lui demander de rédiger, il doit s'inspirer et il doit prendre en compte les éléments qui sont spécifiques à votre entreprise, vos éléments différenciateurs, vos points forts, etc. Et donc, avec tout ça, il doit mélanger tous ces éléments de contexte pour vous produire une réponse qui est pertinente. Et pertinente, ça signifie aussi qu'on va mettre en avant qu'est-ce qu'on achète chez vous, qu'on n'achète pas chez les autres. Et votre expertise, la connaissance métier, elle doit être insufflée dans cette réponse. Donc, ce n'est pas tant que ça va être donné aux autres, c'est que vous devez être en capacité de rendre votre question la plus précise et la plus contextualisée avec votre entreprise. Voilà, c'est…
Donc, il n'y aura pas de réponse pour moi, il n'y aura pas de réponse identique sur une méthodologie, sur une compréhension du besoin, sur la RSE. Donc, OK. Merci. Question suivante. Est-ce que Notebook LM constitue une alternative intéressante à l'analyse des documents? C'est Andrew qui a posé cette question. Assez intéressant, Notebook LM, oui, tout à fait. Alors, c'est un ouais, outil Google, hein. ouais, alors moi, on commence à l'avoir parce que nous, on est sur la suite Google. On commence à le tester. Il fait aussi, il permet d'analyser des textes, de créer en fait des référentiels documentaires sur des thèmes, des dossiers avec des documents. On a commencé à le faire et puis il permet aussi de faire ça sous forme de. On a commencé à analyser. Alors c'est en anglais, mais sous forme d'un podcast, des choses comme ça. Bon, ouais, en tout cas, voilà, on tend, on en parlait tout à l'heure, on tend à créer en fait des environnements où on va créer son propre référentiel métier qu'on va pouvoir ensuite aller interroger. Un peu les chat GPT qu'on a. Mais, Pour mentionner, c'est ce qu'on appelle un RAG, ce fonctionnement, c'est-à-dire vous prenez un outil d'IA et vous chargez une base documentaire qui est à vous et vous concentrez l'outil sur cette base documentaire. Ça permet d'avoir des réponses beaucoup plus précises. Bah, on est voilà, un peu comme sur les GPTs, non? T'as moins de limites ouais. avec Notebook LM qu'avec les GPTs. Et puis il y a derrière, il y a les podcasts qui sont juste impressionnants. Bon, alors c'est en anglais aujourd'hui, mais c'est juste, ouais, c'est quand même impressionnant. Ça, c'est bluffant, hein. Ah ouais, c'est bluffant. Ouais, c'est bluffant, c'est bluffant. Dans la même veine, une question de Valérie. Que pensez-vous de Copilot euh, pour aller chercher dans nos données? Alors, copilote, vaste sujet. La promesse est intéressante, c'est sûr, parce qu'en effet, Copilot, donc c'est un outil développé par Microsoft et qui fonctionne sur la base d'un modèle euh, un peu ancien de ChatGPT, donc une version un peu plus ancienne de ChatGPT. Et l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez l'utiliser sur la suite Microsoft, donc sur les outils Word, Excel, PowerPoint, et vous pouvez en effet le connecter à vos données et donc venir l'interroger directement sur vos données, sur les documents qui sont dans vos bases de connaissances. Donc ça, c'est intéressant. Après, dans les faits, je trouve l'outil pas assez performant. C'est-à-dire que dans les questions que vous allez lui faire, c'est quand même assez limité. Il faut revenir dessus, il faut creuser parce que ça tombe souvent à côté. Donc aujourd'hui, il n'est pas très performant à l'usage, je trouve. L'équivalent Google, donc avec Gemini et Google Workspace, est plus performant à l'heure actuelle, selon moi. Mais la promesse Copilot est intéressante, mais pas encore au niveau des attentes qu'on pouvait avoir. Copilot a été qualifié, je crois que c'était par Forbes l'an dernier, d'accident industriel de l'année. Je dis ça, je n'ai pas d'action de Microsoft. Pour info, nous, on l'a mis en place chez moi. Et en fait, mes gars m'ont dit qu'il était beaucoup moins performant que si on utilisait ChatGPT directement. Ouais, ah oui, oui. Alors, Donc, justement, on se pose souvent la question, c'est quel le meilleur, etc. Nous la réponse qu'on a, parce que bon, il y a Mistral, il y a Perplexity, il y a Claude. En fait, l'idée, ça va dépendre. Il y en a certains qui sont plus adaptés parce qu'il y a des communautés qui sont derrière, qui sont plus adaptées à certains métiers, à certains types d'analyse de documents. Si on veut analyser des fichiers de la data, Excel, ça ne sera pas forcément ChatGPT, etc. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de les tester en fonction de vos problématiques et de comparer en fait. Vous prenez le même prompt et puis vous essayez de vous regarder et faites-vous votre propre analyse en fonction de vos métiers et de vos requêtes et les besoins que vous avez. Parce que il n'y en a pas une qui sera parfaite. OK. Il y a des échanges sur. Bah, c'est un peu ce que tu disais, Olivier, mais c'est important de le rappeler parce que nous, au niveau de la Fédé, on essaie de travailler là-dessus. Pour une TPE, PME qui souhaiterait effectivement mettre une IA sur ses jeux de données, ça peut être par exemple tous les mémoires techniques qu'elle a pu faire Ouais, ou des ouais, calculs ou ouais, des bases de prix, tu vois, ouais, et il voudrait l'entraîner, tu vois, là-dessus. ouais, ouais. Vous conseilleriez quoi comme solution à connecter sur ces jeux de données? Euh, En gros, il y a des bases de documentaires et utiliser un outil d'IA pour venir questionner ces bases documentaires, c'est ça? Alors, effectivement, effectivement, je n'ai pas précisé le cas d'usage. Soit effectivement, tu peux aller questionner cette base documentaire, mais moi j'imaginais plus, tu vois, par rapport à une question de LLM aussi, tu sais, générer du contenu. Enfin, en gros, par exemple, je reprends le cas des mémoires. Une entreprise, un bureau d'études a fait Ouais. X mémoires sur des sujets. Première étape,
j'analyse le CCTP et j'identifie les mémoires qui sont en lien avec les CCTP que j'ai déjà fait, les mémoires, pardon, que j'ai déjà fait par le passé. Donc, ça me les trie. Donc, ça dit, bah, en gros, par rapport à ce contexte-là, tu as déjà répondu 5-6 fois et j'ai identifié des mémoires qui pourraient correspondre. Ensuite, tu mets le RC en face et certaines exigences propres au projet, la maîtrise d'ouvrage et tout. Et en gros, tu lui dis, bah, compte tenu de ce contexte, de projet, etc., en te basant sur ce qui a déjà été décrit techniquement, etc., peux-tu me rédiger un mémoire, une base de mémoire, c'est ce qu'on avait échangé auparavant ensemble. Ça ne va pas faire le mémoire de A à Z, mais ça va déjà te donner une base. Tu vois, c'est un peu ça le workflow que j'imagine, tu vois, dans l'esprit. Ok. Ouais. Martin, tu veux démarrer? Non, vas-y, Olivier, je t'en prie, vas-y. Alors, ouais, ça c'est un sujet qui est sensible parce que le mémoire. Alors, deux choses. Si on considère que le mémoire, notre mémoire technique, il est hypersensible et qu'on on veut absolument pas que notre contenu vienne alimenter l'apprentissage d'une IA, on ne va pas forcément suggérer de créer ça. Maintenant, si on considère que finalement nos mémoires techniques, ce n'est pas des éléments top secret et derrière. Non, part du principe, Olivier, que c'est top secret. Parce que je veux dire, nous, au niveau des bureaux d'études, il n'est pas question qu'on aille diffuser, tu vois, à grande échelle le truc et entraîner quoi que ce soit. C'est en fait sa propre IA. Se dire, je suis dans mon environnement fermé et je traite mes datas en propre, mais elles ne sont pas diffusées ni rien, tu vois. Alors, idéalement, c'est de faire sa propre IA. Et bon, comme tu as dit en introduction, c'était pour de la TPE, PME, ça sera compliqué. Alors, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. En fait, il y a des solutions là-dessus qui existent. Bon, nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille et qu'on commence à proposer. En fait, c'est une forme d'IA où on utilise des LLM qui sont en open source. Donc, des LLM, c'est des outils d'IA, type ChatGPT Word, mais là uniquement en open source et qu'on a entraîné donc sur des cas d'usage spécifiques et qu'on vient déployer derrière, soit sur des serveurs sécurisés, on peut faire du OVH, donc là, il n'y a pas de risque au niveau de la CNIL et autres, soit sur ce qu'on appelle du on-premise, c'est-à-dire sur les serveurs de l'entreprise. Et ça nous permet de mettre en place des outils qui sont en circuit fermé, donc qui ne vont pas avoir d'accès avec l'extérieur, et qui vont être entraînés pour répondre à des questions spécifiques sur un cas d'usage de ce type. C'est ce qu'on appelle des RAG, que je mentionnais un petit peu tout à l'heure. Ouais. C'est comme ça. Ouais, nous, on est en train, alors pour être très transparent, on est en train de travailler sur le développement de ça. Mais il y a quand même plusieurs sujets. C'est que c'est le stockage de ces mémoires techniques. Il faut garantir quand même des confidentialités très fortes, un stockage local. Et puis après, effectivement, de travailler sur l'apprentissage de cette IA pour venir proposer des réponses les plus pertinentes par rapport à vos métiers. Donc, je pense que les solutions d'ici fin d'année, il y en aura et qui seront accessibles pour de la TPE, PME, qui cochent toutes les cases, ouais. Et Ouais, spécifique marché public. Effectivement, parce que techniquement, c'est possible, hein, puisque certains gros groupes Oui. le font déjà, mais la question que tu soulèves, et que je n'ai pas dite, mais qui a été sous-entendue, quand je parle de TPE-PME, c'est une question de coût. Effectivement, voir qu'est-ce qui serait… En fait, tu vois, le vrai sujet aussi, c'est de se dire, OK, je peux mettre de l'argent dans un RAG, comme on disait, sur mon propre jeu de données, mais concrètement, il faut avoir aussi un retour sur investissement qui tienne la route. Oui. Aujourd'hui, j'ai lu pas mal d'articles. Bien Si c'est pour mettre 300 000 balles pour avoir un outil qui fait des super mémoires, au bout d'un moment, si tu as une boîte de 5-6 personnes, tu te dis, bon, ben, on va rester un peu plus tard le soir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça aussi qui est important aussi à voir. Ouais, non, mais c'est ça, le coût encore, le coût d'accès, puisqu'on parle c'est vraiment un projet informatique, hein, donc si on a des exigences de confidentialité, d'intégrité et de pertinence, donc voilà, hein, c'est du travail et aujourd'hui, si on veut tout ça et qu'on est une TPE-PME, eh ben, il va falloir, et qu'on n'a pas, c'est pas notre priorité en termes de développement, il faut attendre un petit peu. Maintenant, si on considère que nos mémoires techniques, bon, mais on peut déjà faire des bons mémoires techniques. Vraiment, j'insiste sur une bonne description de l'analyse du DCE, des bonnes requêtes qui nous suggèrent des choses.
franchement, avec des mémoires techniques qui sont déjà éprouvées depuis un certain nombre d'années, et si on est bien accompagné, je peux vous assurer qu'on fait des mémoires techniques top et vraiment avec des éléments de pertinence, en fait. C'est pas que les mémoires techniques sont pas bons, mais en fait, l'IA avec les bons prompts, la bonne manière, on va permettre de passer une autre catégorie en termes au niveau qualitatif. Rien que le fait de challenger ces éléments, de les faire tester comme si c'était un acheteur, on gagne énormément en qualité. Ouais. Juste une question aussi par rapport à ce qu'on se dit, c'est j'avais imaginé à la Fédé, tu vois, est-ce qu'il serait possible, est-ce que ce serait pertinent du moins, de mutualiser les ressources informatiques au niveau de la Fédé? De dire par exemple, on crée un pool de personnes adhérentes qui seraient intéressées, où on va acheter des ressources de compute et d'IA, etc., tout en ayant effectivement chacun dans son container ses propres jeux de données, hein, que ce soit siloté. Tu vois, en fait, se fournir les moyens d'une ETI, j'allais dire, en faisant un pool de TPE-PME, tu vois, tout en garantissant la sécurité des données, la confidentialité, mais en ayant notre propre outil commun. Parce que ça paraît débile, ça. Ah, non, sur le papier, c'est possible. Après, tu peux acheter de la puissance de calcul, ça c'est possible. Après, pour siloter les données, c'est là où c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être devoir être réutilisées par tout le monde. Ça peut avoir du sens, donc il faut bien choisir ton fournisseur, on va dire, de serveur pour avoir cette possibilité de stocker des données qui vont être sensibles de chaque organisation, de chaque entreprise, de la Fédé d'un côté. Mais non, sur le principe, en effet, c'est possible. Après, je rebondis juste sur la question. Alors, je ne sais pas si c'était Thomas qui posait cette question sur le fine-tuning, parce que c'est en partie en lien, ouais, c'est ça. Au niveau du fine-tuning, c'est beaucoup plus, c'est quand même c'est possible, hein, mais c'est quand même très compliqué. Parce que qu'est-ce que c'est le fine-tuning? Ça veut dire prendre un modèle en open source, donc sur lequel vous pouvez accéder au code, et ça veut dire venir modifier ce code pour rendre le modèle plus adapté à vos cas d'usage et venir l'entraîner uniquement sur des données qui sont les vôtres. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, mais ça nécessite à minima d'avoir de bonnes compétences, ce qu'on appelle ML engineering, donc machine learning engineering. Donc c'est quelque chose qui est possible techniquement. Vous avez les modèles disponibles, vous avez les informations disponibles, mais il faut quand même y passer un petit moment pour réussir à bien modifier les paramètres du modèle et bien l'entraîner sur vos données. Si je peux me permettre, par rapport à l'objet de l'intervention, c'est vrai que, après, je ne sais pas quelle est la taille des entreprises qui sont là, mais parce que là, on rentre sur du vocabulaire, des choses comme ça, je vois très bien, mais ce que je voudrais, c'est que, c'est de dire qu'aujourd'hui, les outils que vous avez à votre disposition permettent pour vous, entreprises qui répondez à des marchés publics, de faire un gap très important sur la professionnalisation de votre démarche quand vous répondez à un marché. Donc, de s'assurer qu'on décrypte bien, qu'on a bien toutes les datas pour décider de on y va pas, et tous les éléments pour rendre notre réponse la plus pertinente. On a également, on peut aujourd'hui estimer qu'on va gagner entre 20 et 30% dans le temps, dans la manière de répondre à un marché, dans l'analyse, dans le contrôle, dans l'aide à la rédaction. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas au quotidien, mais toutes les semaines, parce qu'on répond aussi à des marchés pour nos missions d'AMO, et à côté de ça, on accompagne les entreprises. Donc, déjà, aujourd'hui, si on maîtrise bien ce qui est mis à disposition, sachant que c'est quelque chose qui est très mouvant, les modèles vont probablement bouger avec ce qui se passe au niveau politique, économie politique. Donc, le fait que l'IA, probablement, il y aura des impacts sur l'IA. Je pense que si on maîtrise bien déjà tous les outils qui sont à disposition, et qu'on monte en compétence, que les gens montent en compétence sur comment je dois maîtriser le prompt engineering, donc comment je dois bien poser des questions, comment je dois bien analyser et des fonctionnalités, on est déjà, on passe un cap. Hein. Ok, ok. Bon, on va conclure. Juste de mon côté, effectivement, je retiens qu'effectivement, avec les outils existants, comme tu l'as dit, Olivier, il y a déjà des choses très intéressantes Oui, à faire pour faire un premier pas dans l'IA exact. générative. Mais je Absolument. pense aussi qu'à terme, je pense côté fédération, il faut qu'on réfléchisse pour qu'effectivement, on ait des moyens d'exploiter encore mieux les données avec toute la confidentialité et toute la propriété intellectuelle qui va derrière. Mais ça, c'est un enjeu à moyen terme, je dirais, parce qu'effectivement, il y a des notions de coût et tout, et peut-être de mutualisation de moyens. Mais on a bien deux niveaux. Ouais. Ok, ok. Eh ben, je vois qu'il est l'heure, même dépassé de 2 minutes. Eh ben, j'espère que vous avez pu progresser, avoir des informations très intéressantes. On n'a peut-être pas pu aborder tout,
Mais voilà, je vous invite à contacter Olivier et Martin si vous avez besoin d'accompagnement et d'assistance. Et rendez-vous au prochain webinaire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et à bientôt. Merci Merci beaucoup. Julien, merci à la Fédération Sinov pour cette initiative très intéressante. Et puis, bonne fin de journée à Et tout au le monde. plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.